Merci beaucoup, effectivement, Laurent. Effectivement, la question est un peu surprenante, posée à l'envers, et on va essayer de voir enfin, si on peut un peu y répondre. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Alors, je voulais introduire ce topo juste en rappelant quelques notions fondamentales, qui est déjà la définition d'une FA persistante de longue durée, hein, qui est une FA qui persiste effectivement pendant plus de 12 mois. Et de façon un petit peu provocante, j'ai presque envie de dire, est-ce que cette entité doit ou existe réellement? Parce que comme l'on verra, l'intérêt, ou en tout cas l'espèce de message clé, c'est qu'il va falloir prendre en charge ces patients le plus rapidement possible, comme on l'a évoqué sur le premier topo, pour éviter que les choses évoluent. Et finalement, on pourrait se dire que finalement, cette entité ne doit pas exister et qu'on fera la dichotomie entre FA persistante de moins d'un an et la FA permanente dont probablement Didier va nous parler après. Alors, pour revenir au sujet du topo, donc effectivement, est-ce qu'il y a des malades qu'il ne faudrait pas proposer à l'ablation qui sont en FA persistante de longue durée? La première, quand on est rythmologue, c'est de se poser la question effectivement de l'intérêt de cette ablation quant aux récidives éventuelles de fibrillation atriale. Se poser la question des symptômes du patient que peut rapporter, effectivement, est-ce qu'il y aurait un intérêt à aller ablater des patients asymptomatiques, et puis la morbidité en lien avec le geste lui-même et en lien avec la stratégie de contrôle du rythme que vous allez effectuer, et notamment l'administration de traitements antiarythmiques, notamment les effets secondaires des classes 3 qu'on connaît. Alors, concernant les récidives, il est clairement établi que la FA persistante et encore plus de persistante de longue durée, les résultats de l'ablation ne sont pas exceptionnels. Cependant, il est à l'heure actuelle très difficile, si on est honnête, de comparer les études entre elles, puisque la définition même du succès de l'intervention, de la récidive de la fibrillation atriale diffère selon les études, elle n'est pas clairement établie. Et puis ensuite, il y a la façon dont vous allez mettre en évidence ces récidives, que ce soit par des holters 2 fois par an de 24 heures ou par l'implantation d'un moniteur implantable de longue durée qui va enregistrer tous les événements du patient. On peut imaginer que les résultats ne seront pas tout à fait identiques. Il est clairement par contre établi que les résultats sont moins bons si la fibrillation atriale évolue depuis longue durée, ce d'autant plus chez les patients qui sont à très haut risque cardiovasculaire, comme vous voyez dans cette étude. On sait très bien que les patients souvent en FA persistante de longue durée sont des patients qui vont présenter de l'obésité, un chasse vasque élevé, un risque thromboembolique élevé, de l'insuffisance rénale, de l'hypertension et autres. Alors, on sait également, et ça il est clairement établi, que les résultats de l'ablation sont moins bons dans la FA persistante que ne l'est dans la FA paroxystique. Cependant, j'aimerais pondérer cette évidence, qui est pratiquement une évidence, c'est par le fait que il n'existe un bénéfice dans l'ablation, que ce soit pour la fibrillation atriale paroxystique, persistante ou persistante de longue durée, en comparaison au traitement antiarythmique. Ce qui veut dire, de façon un peu provocante, que l'ablation fera toujours mieux, quelle que soit la forme de fibrillation atriale, que le traitement antiarythmique. Plus récemment, nouvelles énergies apparaissent, notamment l'énergie d'extroporation, hein, l'énergie pulsée, qui, semble-t-il, pourrait nous donner des résultats un peu meilleurs, notamment dans la fibrillation atriale persistante, puisqu'on le sait, dans la radiofréquence, ce qui est compliqué dans l'ablation, c'est d'aller faire ces procédures dans des oreillettes qui sont très très dilatées, et puis même se poser la question de savoir exactement quelles sont les cibles. Hein. Chacun a un petit peu son idée et inventé quelque chose de formidable, mais à l'heure actuelle, aucune technique n'a montré sa supériorité par rapport à une autre. Et donc, peut-être que l'électroporation qui permet de faire des lésions plus homogènes sur de plus grandes surfaces dans l'oreillette gauche pourrait nous aider. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, l'oreillette gauche est un élément extrêmement important du risque de récidive chez ces patients, et que plus votre oreillette va être dilatée, plus votre patient est à risque de récidive post-interventionnelle, et que ça soit sur les comparaisons des mesures en diamètre ou des volumes indexés de l'oreillette gauche, et que clairement, on imagine qu'à partir du cut-off de 60 ml par mètre carré, l'ablation peut être remise en question. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les études en bas que vous voyez, les patients qui étaient en fibrillation atriale paroxystique à oreillette gauche dilatée avaient un moins bon pronostic en termes de récidive que les patients qui étaient en fibrillation atriale persistante, voire persistante de longue durée, avec une oreillette gauche non dilatée. Alors, concernant la mesure du volume de l'oreillette gauche, parce que finalement, c'est ce que tout rythmologue va poser avant une intervention à l'échographiste, le problème, c'est la mesure notamment du diamètre antéro-postérieur de l'oreillette gauche, qui est assez mal corrélé en fait à la réalité des mesures de l'oreillette gauche. Le volume, lui, est un petit peu plus pertinent
et surtout le volume indexé que le diamètre, tout simplement parce qu'en fait, lorsqu'une oreillette gauche se dilate, elle se dilate en diamètre médian latéral et non pas en diamètre antéro-postérieur, et voire même aussi en diamètre supérieur-inférieur. Ici, dans cette étude, le cutoff de 145 ml non indexé était retenu pour dire qu'effectivement, au-delà de ce seuil, il y avait une chute drastique du bénéfice de l'ablation et que pour tout millilitre indexé supplémentaire, vous aviez une augmentation de 3% des récidives. L'oreillette gauche n'est pas le seul paramètre et le seul facteur de risque de récidive qu'on connaît dans la fibrillation atriale. Il y a effectivement les fibrillations atriales valvulaires et notamment valvulaires en lien avec des pathologies de la valve mitrale. Mais également le fait de récidiver très précocement en période d'intervention, on sait que c'est un facteur péjoratif quant à la possibilité du maintien du rythme sinusal au long cours. Ce pourquoi il faut peut-être ne pas attendre, et ça on l'a dit sur le premier exposé, pas attendre que la triopathie évolue, que le patient passe en fibrillation atriale persistante, puis persistante de longue durée. Et toutes les études récentes soulignent l'intérêt d'avoir une stratégie précoce de prise en charge quand on est dans une stratégie de contrôle du rythme. Concernant les patients symptomatiques, la littérature est de plus en plus riche sur l'intérêt d'aller faire procéder des ablations de fibrillation atriale chez les patients qui sont symptomatiques, et notamment symptomatiques sur un mode de l'insuffisance cardiaque, puisque les études montrent qu'effectivement, en faisant une ablation chez des patients qui, a priori, n'étaient pas des bons candidats dans le passé à recevoir une ablation de fibrillation atriale, vous avez une réduction de la mortalité et de l'insuffisance cardiaque. On était très inquiet il y a quelques années en tant que rythmologue d'aller mettre sur la table d'intervention des patients qui étaient en insuffisance cardiaque, qui avaient des pressions de remplissage élevées, qui de facto également dilatent également l'oreillette gauche, mais semble-t-il la littérature est assez riche et en faveur de l'ablation très très précoce. Et d'ailleurs, comme on le verra, les recommandations de 2024 mettent un point aigu à proposer ce type d'intervention chez des patients en insuffisance cardiaque. Et a priori, le bénéfice est aussi également obtenu chez des patients qui sont en insuffisance cardiaque avec des cardiopathies terminales, puisqu'ici dans cette étude, dans le Castle HSX, vous avez une amélioration du pronostic quant au risque de mortalité toute cause, à l'évolution vers l'implantation d'assistance circulatoire, mais également vers la transplantation cardiaque de chez ces patients. Et ce bénéfice semble être maintenu sur 2 ans, comme récemment publié. Ce pourquoi les recommandations nous pousse à aller rechercher une relation de cause à effet directe entre la survenue de cardiopathie, d'altération de la fraction d'éjection ventriculaire gauche directement en rapport avec la survenue d'arythmie supraventriculaire et éventuellement même l'envisager en classe 2A chez les patients qui sont symptomatiques en arythmie, en insuffisance cardiaque, mais dont la relation directe n'est pas forcément prouvée. À l'opposé, on peut se poser la question effectivement de l'intervention et de l'ablation de fibrillation atriale chez les patients asymptomatiques. Ça peut paraître un petit peu incongru, mais en fait, on se rend compte en lisant la littérature que pratiquement 3/4 des patients qui se disent être asymptomatiques sont des faux asymptomatiques. Et donc, on peut évidemment se poser la question chez chaque patient qui ne va pas se plaindre éventuellement de l'arythmie que vous allez mettre en évidence sur l'électrocardiogramme, de pousser un petit peu plus loin les investigations pour voir effectivement s'il n'existe pas quand même des symptômes en lien avec cette arythmie mise en évidence. On le sait, lorsque les patients passent en fibrillation atriale de longue durée et FA permanente, le pronostic global cardiovasculaire, thromboembolique est moins bon. Chez ces patients, ils peuvent développer, et ça les liens ont été prouvés, de la démence, de l'insuffisance cardiaque à long terme. Également se pose la question de réévaluer ces malades dans le futur. Si jamais vous avez posé l'indication de ne pas partir sur une stratégie de contrôle du rythme par l'intermédiaire d'une ablation de fibrillation atriale, mais que vous reposez la question plus tard, vous pouvez avoir raté le coche, puisque à ce moment-là, le patient aura développé une myopathie atriale qui va gréver le pronostic et le bon succès de l'ablation que vous allez lui proposer des années plus tard. Et d'ailleurs, il a été récemment montré que finalement, même les patients asymptomatiques pouvaient bénéficier d'une amélioration du pronostic quant à ici un critère composite, la mortalité, l'AVC et l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, bien qu'ils ne soient pas symptomatiques, avec un bénéfice attendu qui était identique chez les patients asymptomatiques et chez les patients symptomatiques. Alors également, on peut être un petit peu inquiet quant à la possibilité, dans une stratégie globale de contrôle du rythme, de devoir mettre des traitements antiarythmiques avant, pendant et après l'intervention et après l'ablation de fibrillation atriale, et qu'on expose nos patients aux effets secondaires, notamment, je pense, en premier chef de file à la cordarone, à l'amiodarone, qui peut poser effectivement un certain nombre de problèmes quant au risque d'allongement du QT, mais également thyroïdien, pulmonaire, hépatique, surtout en association avec d'autres traitements de l'insuffisance cardiaque. Mais finalement, on se rend compte
que le traitement antiarythmique post-interventionnel n'apporte pas de réelle plus-value sur le maintien du rythme sinusal à long terme et pourrait même gréver un petit peu la qualité de vie des patients en post-interventionnel. D'ailleurs, les recommandations de 2024 nous demandent de réduire l'utilisation d'antiarythmiques à 8 semaines post-interventionnelles, ce qui n'était pas le cas par le passé. Alors, on parle des recommandations de 2024. Effectivement, concernant la fibrillation atriale persistante, les choses n'ont pas réellement changé quant à la place en première stratégie de l'ablation de fibrillation atriale chez ces patients. Elle est toujours en recommandation de classe 2B, excepté, comme on l'évoquait précédemment, chez les patients dont il existe une relation directe entre la survenue d'insuffisance cardiaque et une arythmie supraventriculaire, et éventuellement en classe 2H des patients sélectionnés pour améliorer le pronostic global cardiovasculaire. Par contre, si vous choisissez une stratégie de contrôle du rythme chez ces patients, en cas d'échec de cette stratégie, notamment par l'intermédiaire de cardioversion médicamenteuse ou électrique et d'utilisation d'antiarythmiques, si vous échouez, vous pouvez proposer en classe 1 chez ces patients en fibrillation atriale persistante l'ablation. Et ça en miroir du fait que les recommandations de 2024, elles, sur la fibrillation atriale paroxystique, placent en recommandation de classe 1, cette fois-ci maintenant, l'ablation de fibrillation atriale. Comme vous l'avez vu sur la slide d'avant, la cardioversion électrique est une étape clé dans la prise en charge des patients en fibrillation atriale persistante. Pour la simple et bonne raison, c'est que cela va vous permettre une approche notamment du caractère symptomatique de la fibrillation atriale, de la possibilité de pouvoir maintenir au long cours le rythme sinusal chez ces patients, de réévaluer la myopathie atriale, de réévaluer de façon exhaustive l'ensemble du terrain cardiovasculaire de chez ces patients, et ça, le faire assez précocement à partir du moment où vous avez diagnostiqué cette arythmie supraventriculaire pour éviter effectivement de devoir exposer vos malades à des symptômes, mais également au fait que vous perdiez du bénéfice quant à la stratégie de contrôle du rythme. Également sur ces recommandations de 2024, ces patients qu'on ne veut pas voir sur la table d'intervention quand on fait des ablations de fibrillation atriale, c'est-à-dire l'AFA valvulaire chez des patients qui ont des fuites mitrales importantes. On le sait, le résultat de l'ablation percutanée est très mauvais chez ces patients. Et les recommandations de 2024, compte tenu de la littérature que je vais vous montrer, ont augmenté, upgradé les recommandations en classe 1 chez les patients que vous allez proposer à la chirurgie cardiaque, notamment la chirurgie valvulaire mitrale, et d'y associer une ablation chirurgicale de fibrillation atriale chez ces patients. C'est le bon moment, il ne faut pas rater ce coche, même si c'est des patients qui sont actuellement en rythme sinusal et qui ont une valvulopathie importante. Discuter toujours de façon collégiale avec le chirurgien, surtout chez les équipes entraînées, l'utilisation de ces techniques, puisque les études montrent, et ça les méta-analyses le montrent toutes, que l'ablation chirurgicale de fibrillation atriale fonctionne pour éviter et diminuer la charge en fibrillation atriale post-remplacement valvulaire ou plastie mitrale. Et on le sait, quand on voit ces malades en consultation des années après une chirurgie valvulaire, des fois il est extrêmement compliqué de partir sur une stratégie de contrôle du rythme lorsque les choses ont évolué depuis des années. Et puis plus récemment, il a peut-être été montré que l'ablation chirurgicale de fibrillation atriale chez ces patients améliorait la mortalité globale au long cours, et ça, quel que soit l'euroscore préopératoire de chez ces patients. Les recommandations également insistent sur le fait que nous ne sommes pas que des ablateurs, mais également des médecins en rythmologie, et insistent sur le fait qu'il est extrêmement important d'évaluer de façon très exhaustive ces patients, et qu'il est très important également, à partir du moment où vous êtes dans une décision de stratégie de contrôle de rythme, de refaire le point sur l'ensemble de la pathologie cardiovasculaire de chez ces patients et de rechercher et de traiter l'ensemble des facteurs de risque connus en association avec la fibrillation atriale. Voilà, donc en conclusion, il est extrêmement important, dès que vous découvrez de la fibrillation atriale chez ces patients, de se poser rapidement la question d'une évaluation exhaustive de l'ensemble du terrain cardiovasculaire, mais également des symptômes de la fraction éjection ventriculaire, des répercussions cardiovasculaires de la fibrillation atriale chez ces patients. Qu'il est important d'envisager une approche multidisciplinaire, notamment par l'intermédiaire du système CARE, comme les recommandations de 2024 nous l'évoquent, que la cardioversion électrique ou médicamenteuse chez les patients en fibrillation atriale persistante est une étape clé à la fois pour évaluer vraiment l'impact de la fibrillation atriale chez ces malades, mais également d'évaluer et de ressentir un petit peu le pronostic de maintien du rythme sinusal dans la stratégie de contrôle du rythme, que probablement
Les nouvelles énergies vont nous aider à traiter de façon plus simple et avec moins de morbidité ces patients chez qui on va devoir faire beaucoup de lésions extraveineuses pour pouvoir envisager l'efficacité de l'intervention et de l'ablation de fibrillation atriale. Et de façon, comme j'ai commencé de façon terminale et pour conclure, je vais essayer provocateur concernant la question qui n'est posée initialement. Finalement, est-ce qu'il existe des patients à qui on ne doit pas faire d'ablation? J'ai presque envie de vous répondre non. Il n'existe pas de patients à qui on ne doit pas faire d'ablation de fibrillation atriale en FA persistante de longue durée, puisque pour pouvoir envisager un maintien du rythme sinusal en long cours, vous devez passer par cette étape et que finalement, si vous n'y passez, vous êtes face à une FA permanente. Et donc probablement Didier va nous en parler. Voilà, je vous remercie beaucoup.